C'est clair qu'avec les réseaux sociaux de nos jours, on est capable de se créer une bulle. Donc, c'est assez difficile de savoir comment c'est ou ce que les gens pensent à l'extérieur de la bulle qu'on s'est créée. Donc, finalement, à travers les différents réseaux sociaux, on commence à suivre des mouvements environnementaux, des compagnies, des groupes, des allants de pensée, etc., qui nous fournissent toujours de la donnée dans le même sens. Donc, moi, dans mon écosystème, je suis en train de me dire, oh my God, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de trucs qui sont en train de changer. Tout le monde doit être au devant de tout cela. My God, il faut changer. Comment est-ce qu'on se place en tant qu'entreprise dans l'écosystème? Il y a tellement de changements, ça se passe tellement rapidement. Puis là, tu te rends compte que la plupart des gens sont en train encore de parler de paille et puis de justement d'utiliser des bouteilles réutilisables, ce qui est un bon début, mais ça nous fait juste observer qu'il y a vraiment plusieurs vitesses et puis que des fois, il faut sortir la tête un peu de notre bulle pour voir où est-ce que le reste de l'économie et de la société en sont rendus et de s'adapter en conséquence. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, re-bienvenue à ce podcast hebdomadaire de La Talenterie où on jase d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. C'est le premier épisode qu'on publie en 2021. Donc, je me permets un mini aparté pour vous souhaiter une bonne année. Pour cette année, je nous souhaite collectivement de la bienveillance. Donc, je vous souhaite d'être bienveillant envers vous-même, de prendre soin de vous. C'est important. Il faut être proactif. Il faut poser des actions pour s'assurer là, qu'on va bien dans le contexte actuel qui n'est pas toujours facile. Mais je nous souhaite aussi d'être bienveillant envers les autres. Donc, de s'assurer que les autres vont bien. Puis de toujours essayer d'être à l'écoute puis dans un mode compréhension. C'est pas toujours facile, mais c'est ce que je nous souhaite collectivement. Et pour lancer l'année en force du point de vue du podcast, je suis super contente parce que on reçoit Daniel Jacob, que j'ai déjà reçu au podcast de La Talenterie. Donc, c'était mon invité au premier épisode que j'ai publié. Daniel Jacob, qui est le président fondateur de Solutions Changing Habits. Si vous n'avez pas écouté déjà l'épisode 1, je vous invite à le faire à la suite de cet épisode-ci pour mieux comprendre là, ce que Solutions Changing Habits font, mais surtout pour entendre parler, Daniel, de développement durable au sein des entreprises, de solutions innovantes, de nouvelles façons qu'on peut revoir nos plans d'affaires comme entreprise, pour avoir de l'impact, mais aussi comme individu, comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact sur nos environnements de travail. Bref, c'est un sujet hyper intéressant. Aujourd'hui, on a choisi de se concentrer puis de circonscrire un peu plus notre discussion sur quelque chose de très concret et qu'on vit tous ou presque actuellement, donc qui est le télétravail. Ça l'a fait couler énormément d'encre, on en a lu, on en a entendu des choses. J'avais envie qu'on s'arrête en particulier sur l'aspect environnemental. Et Daniel et son équipe ont fait toute une recherche là, au sujet de l'impact du télétravail. Ils ont analysé évidemment le côté environnemental, mais ils ont aussi tenu compte du côté personnes, donc les humains dans l'organisation, et profit pour en venir à des conclusions justement au niveau de cet impact que le télétravail a déjà, mon Dieu, sur notre société et sur nos entreprises. Donc, il est venu nous en parler. Juste avant de lui passer la parole, j'en profite pour remercier, il y a Marianne qui est venue m'écrire qu'elle avait découvert le podcast La Talenterie, puis qu'elle aimait ça, puis ça m'a vraiment touchée. Puis elle s'est inscrite à l'infolette, tout ça. Donc, Marianne, si tu te reconnais, je te salue. Sache que ça a été très apprécié. Puis je t'ai proposé, puis je vais proposer aussi à tous les autres auditeurs, si vous avez des idées de sujets. Présentement, on est en enregistrement, donc c'est le temps de nous faire parvenir là, vos suggestions, s'il y a des choses que vous voulez qu'on adresse. Sans plus tarder, je passe la parole à Daniel Jacob, le président fondateur de Solutions Changing Habits. Ta présence au premier épisode a été très appréciée. Je ne sais même pas si je t'ai dit ça, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de toi. Je pense qu'il y a même des gens dans mon réseau qui t'ont contacté suite à cet épisode-là.
Oui, exact. C'était vraiment positif. Ça a fait des belles vagues. Ça fait Merci. des belles vagues. C'est pour ça que j'ai décidé de te réinviter. Puis je me suis dit, dans le fond, à chaque fois qu'on parle, c'est super inspirant. Tu sais, on se tient au courant, les deux, de nos projets mutuels. On s'entre-inspire entre nous. Puis j'ai décidé que j'allais faire comme tout le monde en parle, puis avoir des invités chouchous. Fait que je te remets officiellement une carte d'invités chouchous au podcast. Excellent. Puis le sujet qu'on avait le goût d'aborder dans le fond, puis je pense que vous êtes là on enregistre au moment où on se parle, l'article n'est pas publié, mais vous êtes sur le point de sortir un article qui traite justement de ce sujet-là. Fait que je voulais que tu viennes nous en parler aussi. On va parler d'impact environnemental du télétravail. Fait que sujet d'actualité. Ouais, et je suis sûre que tu as plein de gens qui te posent des questions là-dessus. Puis tu dois sentir je dis ça. Moi, je sens une réflexion, mais est-ce que tu le ressens, toi, dans ta business? Je pense que les gens sont en train de juste être un peu en mode d'acceptation, en fait, que c'est le nouveau mode de travail. Je pense qu'il y a plein de gens qui se posaient la question, est-ce qu'un jour, il va y avoir plus de flexibilité au niveau du travail, etc. Ça fait du sens. Et puis, il y a eu une accélération phénoménale, monumentale, obligée, liée à la situation actuelle. Nous, en tant qu'entreprise, on était déjà en mode virtuel, donc 100% virtuel, ce qui nous permettait d'avoir justement des gens un peu partout sur la planète qui nous aidaient à collaborer sur des projets, étant donné qu'on fait de la consultation, hein, donc on avait la possibilité d'avoir l'effet levier là, avec des gens un peu partout. Mais pour le reste des autres types d'entreprises, surtout les entreprises de services, ça a été un learning phase, donc une phase d'apprentissage, donc une courbe d'apprentissage très rapide qui était nécessaire. Et puis, je pense que les gens, de plus en plus, sont en train de se demander qu'est-ce qui va arriver une fois qu'on va pouvoir justement retourner au bureau, comment ça va se faire, etc. Mais étant donné que au moins un an pour la plupart des entreprises de services qui ne nécessitent pas nécessairement d'être sur place, je pense que les gens sont plus en mode sauver les meubles ou éteindre les feux actuellement, puis essayer de gérer le cours des opérations dans la situation actuelle, que nécessairement trop en train de se poser la question comment ça va avoir l'air. Par contre, c'est bien que maintenant, si les gens intéressés sont en mesure d'entendre un peu comment ça peut avoir l'air pour optimiser en fait le retour, pas à la normale, mais la nouvelle normale. Je pense que c'est le but de cet article et de ce podcast d'éclairer un peu les gens sur ce sujet-là. Puis je pense que, tu sais, puis je veux dire, ça vaut ce que ça vaut, là. C'est mon feeling du marché qui est un parmi tant d'autres. Puis je parle pas avec toutes les entreprises, mais je pense que ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Puis j'ai ressenti, tu me diras ce que tu en penses, mais avant la pandémie, là, on commençait vraiment à avoir un momentum intéressant socialement pour que les enjeux environnementaux prennent de plus en plus de place dans les discours, dans le quotidien des gens, mais aussi c'était rendu au niveau, tu sais, organisationnel. Les organisations, je pense, qui étaient prêtes à agir, tu sais, entre autres. On se rappelle, là, ça fait un peu plus qu'un an, la marche avec Greta Thunberg. Il y avait 500 000 personnes. Moi, j'étais là dans les rues de Montréal. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait de plus en plus comme un engouement. La pandémie est venue mettre un peu un frein à ça. Comme tu dis, on était peut-être moins dans ce mode-là, mais j'ai l'impression là, que là, c'est sûr qu'il y a des préoccupations au niveau de la santé mentale, de l'isolement des gens, tout ça, mais je pense qu'il y a plusieurs organisations qui commencent à avoir une certaine normalité dans leurs opérations puis qui commencent à envisager reprendre ces chantiers-là. Puis maintenant, le télétravail va faire partie, peut-être plus que ce qu'on aurait pensé, des réflexions. Fait que avant de tomber dans les détails, veux-tu nous vendre le punch? Le télétravail, là, est-ce que ça a un impact positif ou négatif au final sur l'environnement? Donc, la réponse courte, c'est oui. Oui, lequel? Oui. Et en plus, ça va plus loin que l'environnement parce que ce qu'on a fait comme analyse, c'est ce qu'on appelle le triple indice de rentabilité, donc personne, planète et profit. On est allé déterminer que pour personne, planète et profit, il y avait des avantages à faire du télétravail. Juste, par exemple, avant de rentrer un peu plus dans le détail des éléments de triple indice de rentabilité qu'on a mis en lumière, je voudrais quand même faire juste une petite note sur ce que tu as mentionné avant comme étant le momentum pré-COVID et versus où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Il y a deux réactions qu'on observe chez les entreprises actuellement. Une qui est de dire d'utiliser COVID comme prétexte à arrêter de faire du développement durable ou arrêter de se positionner
par rapport au développement durable. Ce que moi, je crois est une erreur qui va faire que ces compagnies-là vont prendre du retard sur le reste de l'économie. Et tu as l'autre courant de pensée, donc les autres qui saisissent l'opportunité de COVID pour se réinventer, pour un peu utiliser le fait que en fait, tous les fondations de pensée, d'habitude, de manière de faire sont comme toutes chamboulées en ce moment pour saisir l'occasion pour en remouler des meilleures. Donc, ça, c'est vraiment de ce qu'on observe, les entreprises qui sont plus leaders, qui sont plus au devant, qui veulent plus justement se réinventer et saisir les opportunités. On a vu que les compagnies, les industries qui ont su se réinventer rapidement ont été on va dire rewardés, ont été récompensés massivement par rapport au reste du marché parce que en fait là ils ont su capturer une portion quand même significative de marché et puis de plus, on peut observer que notre économie ayant été mise à genoux en l'espace de quelques semaines par une pandémie, ça nous met en lumière ou ça nous ouvre les yeux par rapport à l'impact que les changements climatiques et les dérèglements climatiques vont avoir sur notre quotidien, sur notre manière de faire, sur ce qu'on considère être le normal. Donc, si on peut voir ce qu'une pandémie peut avoir comme impact sur notre économie, il faut regarder qu'est-ce que ça va avoir comme impact avec les changements climatiques, puis les dérèglements, etc. Et puis peut-être une autre pandémie, parce que forcément, ces problèmes-là arrivent de plus en plus avec les dérèglements climatiques et environnementaux. Donc tout ce que ça a pu nous donner comme leçon devront être appliqués dans le futur. Donc, plus les entreprises saisissent ces opportunités-là de croître en résilience et d'engager et d'intégrer des notions de développement durable et de stratégie durable surtout dans leur modèle d'affaires, le plus ils vont être résilientes à ces futurs chamboulements là, qui vont arriver. Là. En espérant que ça n'arrivera pas, mais le truc, c'est d'augmenter la résilience et de prendre action maintenant. Oui, puis tu vois, tu soulèves un bon point auquel j'avais pas forcément pensé au début de cette conversation-là. C'est effectivement, je pense que le fait qu'on a vécu quelque chose d'aussi intense et traumatisant, entre guillemets, socialement, ça démontre ce que ça pourrait être avec les changements climatiques. Fait que probablement qu'il y a des oreilles qui s'ouvrent là, actuellement au niveau des grandes entreprises ou de toutes les entreprises. Là, finalement, c'est comme si on voit ce que ça pourrait donner. Puis toi, ça, c'est quelque chose que tu sens. Est-ce que tu sens que dans les clients que tu accompagnes, bon là, c'est sûr que tu es plutôt avec ceux qui sont dans le courant de pensée où ils en profitent pour se réinventer, là, parce que c'est ce que vous faites dans la vie, mais tu sens-tu qu'il y a comme une écoute ou un sentiment d'agir qui est un petit peu plus urgent? Globalement, c'est clair qu'avec les réseaux sociaux de nos jours, on est capable de se créer une bulle. Donc, c'est assez difficile de savoir comment c'est ou ce que les gens pensent à l'extérieur de la bulle qu'on s'est créée. Donc, finalement, à travers les différents réseaux sociaux, on commence à suivre des mouvements environnementaux, des compagnies, des groupes, des éléments de pensée, etc., qui nous fournissent toujours de la donnée dans le même sens. Donc, moi, dans mon écosystème, je suis en train de me dire, oh my God, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de trucs qui sont en train de changer. Tout le monde doit être au devant de tout cela. My God, il faut changer. Comment est-ce qu'on se place en tant qu'entreprise dans l'écosystème? Il y a tellement de changements, ça se passe tellement rapidement. Puis là, tu te rends compte que la plupart des gens sont en train encore de parler de paille. Et puis de justement d'utiliser des bouteilles réutilisables, ce qui est un bon début, mais ça nous fait juste observer qu'il y a vraiment plusieurs vitesses et puis que des fois, il faut sortir la tête un peu de notre bulle pour voir où est-ce que le reste de l'économie et de la société en sont rendus et de s'adapter en conséquence. Donc, c'est vraiment de pouvoir aligner le narratif, d'aligner le type de stratégie, le type de recommandations qu'on va faire en fonction de la personne ou l'entreprise qu'on a en face de nous. Donc, je te dirais que c'est variable. C'est vraiment en fonction du type d'industrie. Tu as des industries qui sont plus axées vers le renouveau, vers la flexibilité, vers la technologie, les innovations, et tu en as d'autres qui tardent un peu plus ou qui prennent plus de temps à s'adapter. Donc, c'est vraiment d'adapter, là. J'ai dit beaucoup adapter, mais c'est vraiment d'avoir la flexibilité en tant qu'entreprise de conseil là, en fonction de la personne, de l'entreprise qu'on a en face de nous.
Écoute, puis comme à chaque fois qu'on se parle, j'ai le goût de partir dans plein de sujets, puis je vais me raisonner, je vais te réinviter au podcast pour qu'on parle justement là, de comment les entreprises adaptent leur stratégie. On l'a fait un peu à l'épisode 1. Là, il y a plein de nouvelles choses que même vous explorez à la solution Changing Habits, dont on aura l'occasion de se reparler. Pour aujourd'hui, je te Ouais. propose qu'on reste un petit peu plus au ras les pâquerettes avec un sujet qui est... On se concentre sur le sujet. Non, mais tu sais, puis c'est super comme intro, puis je pense que c'était important de le faire parce que si on fait juste parler de télétravail puis l'impact environnemental du télétravail, c'est sûr qu'on passe un petit peu à côté du mouvement, tu sais, réinventer ses stratégies puis stratégies durables puis tout ça. Mais disons là pour les organisations qui se demandent, OK, ben là chez nous avant on était en présentiel, maintenant on est en télétravail. Tu sais, le premier réflexe c'est de se dire ah ben là les gens vont plus nécessairement se déplacer, donc on va réduire de beaucoup nos émissions de gaz à effet de serre en tant qu'entreprise. On se rend compte que là c'est pas nécessairement le cas, on entend parler de plus en plus de l'impact environnemental des technologies qu'on utilise, des Zoom, des Teams de ce monde. Puis vous avez fait un peu une recherche pour, tu avais commencé à en parler, mais pour regarder c'est quoi l'impact du télétravail au niveau de l'environnement, mais aussi sur les gens. Fait que people, person, profit ou planète, là, je l'ai jamais Personne, vu. planète, profit. Exact. C'est le triple indice de rentabilité. Là, je peux vous vendre le punch en premier. Là, je l'avais vendu plus tôt dans la discussion en disant qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients liés au triple indice de rentabilité. Et la solution qu'on propose, c'est d'avoir un mix de présentiel et de virtuel. Et l'idée, c'est que par classe ou par type de travail ou d'emploi, ben, il va avoir le diapason ou la flexibilité ou le pourcentage présentiel versus virtuel va être plus élevé en présentiel ou plus élevé en virtuel en fonction du type de travail qu'on va avoir devant nous. Donc, forcément, quand c'est du travail plus de type administratif, plus de type digital, c'est clair que la personne va avoir plus d'intérêt à poursuivre plus, disons, de manière en pourcentage de temps, là, plus virtuel qu'en présentiel. Et inversement, si c'est plus de type manufacturier qui nécessite là, de la manutention et puis de la présence physique, bien forcément, on va être plus en mode présentiel. Donc, l'idée, c'est vraiment d'adapter, en fait, le modèle selon la classe ou le type de Puis là, sur quoi ça s'est basé? Est-ce que c'est uniquement sur l'impact environnemental ou c'est à cause de la nature du poste qui change ce que les employés veulent? Peux-tu nous expliquer un peu la démarche que vous avez eue? Ben justement, donc l'idée, c'est d'un peu d'aller chercher les avantages et les inconvénients au niveau personne, planète et profit, donc le triple indice de rentabilité qu'on a cherché pour vraiment déterminer là, où est-ce qu'on vient chercher les gains à faire du télétravail versus du présentiel. Donc, si on commence avec les personnes, donc l'aspect là, humain, donc les avantages, c'est qu'on consacre moins d'argent et de temps au déplacement personnel, ce qui permet de mieux gérer et d'investir son temps. Et la personne acquiert des compétences quand même significatives en communication digitale, elle se familiarise avec des outils de communication, des logiciels de vidéoconférence, des documents en co-création. Tu sais, on était souvent en mode, on fait un fichier Excel, on l'envoie à notre collègue, il le modifie, il nous le renvoie. Mais là, le fait qu'on travaille tous à distance, ben, on utilise peut-être des logiciels comme Google Slide, Google Word, qui sont des documents, des types de documents de co-création, parce que plusieurs personnes peuvent travailler en même temps, simultané sur le même document, ce qui permet justement d'être beaucoup plus efficace, là, puis de s'assurer qu'on travaille toujours sur la dernière version, tout en ayant de la gestion virtuelle de tâches. Et finalement, le troisième avantage au niveau personne, c'est que ça ouvre davantage de possibilités d'inclusion et de diversité parce qu'on n'est pas limité à du personnel qui est dans la même ville ou dans le même pays même que nous. On peut commencer à ouvrir les portes, à avoir des gens qui collaborent sur des projets de partout dans le monde. Oui, c'est un point important. Puis c'est sur toutes les lèvres, la diversité aussi là, cette année pour plein de raisons qu'on n'énumérera pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Par
contre, au niveau personne, il y a peut-être quelques inconvénients à garder en tête, ce qui fait qu'on ne peut pas complètement aller virtuel. Bon, le fait d'avoir un travail dans un environnement domestique, disons familial, peut faire perdre du temps au personnel et surtout brouiller un peu la limite entre la vie professionnelle et la vie privée. Mm-hmm. Et finalement, le manque de contact humain et le mouvement physique au travail, bien, ça crée un peu une fatigue du Zoom. Là. Quand on a 10 en ligne dans la journée, là, tu peux être un peu tanné d'être devant ton ordi, puis le fait d'avoir une relation ou une interaction en personne, c'est quand même prouvé que c'est positif pour l'humain. Oui, non, clairement. Puis, tu sais, moi, je pense que ça va presque devenir un avantage d'offrir aux gens du présentiel dans le futur. Mais en tout cas, là, on n'est pas rendu là du tout encore comme société, mais tu as raison de le mentionner. Là, ça a des impacts, puis on le voit déjà sur la santé mentale des gens. Là, il y a beaucoup d'organisations qui sont préoccupées par ça. Mais bref, excuse-moi, je te laisse continuer dans ton analyse. En fait, c'est ça. Donc, au niveau il y a des avantages et des inconvénients. Par contre, encore une fois, les avantages semblent être plus élevés que les inconvénients. Puis surtout que tout ce qui était avant énoncé comme ça va être difficile, puis ça va prendre 5 ans avant qu'on puisse faire du virtuel, puis qu'on ait plus de flexibilité, bien là, c'est drôle, en dedans de 6 mois, on a tous trouvé des moyens de faire du virtuel. Donc, même pas 6 mois. Donc, l'idée, c'est vraiment que ça a été un peu le catalyste à ouvrir cette possibilité-là. Cependant, là, quand on parlait d'inconvénients, il y a des moyens d'atténuer l'impact négatif. Il y a des fêtes de bureaux virtuels. Là, il y a le Fun Broker, Nick Jeudi, là, qui est un entrepreneur que je connais bien, qui justement est super sharp dans le type d'événements virtuels qu'ils peuvent faire. Notamment, là, ils font de l'apprentissage de langage des signes. Ils font des trucs vraiment assez cool là, avec des entreprises pour justement créer un peu du team building, mais même en mode virtuel. Et puis, si je me rappelle bien, la Talenterie, vous avez fait un petit listing, un article là, sur des outils numériques gratuits pour aider les employés à mieux se connecter. Oui, puis on en a fait un aussi sur justement comment protéger la santé mentale des gens ces temps-ci. Puis il y avait plein d'affaires qui font des parfaits liens avec ce que tu es en train de dire là, sur comment connecter en dehors du virtuel, puis continuer en virtuel, en dehors du virtuel, comment comme gérer ça dans les équipes. Fait que ouais, t'es fin de nous plugger, Colin. Excellent. Je veux dire, c'est tout le contenu qui est disponible. Je pense que c'est intéressant. Il y en a de plus en plus, mais c'est bien d'avoir des ressources concrètes. Ouais. Si on passe au prochain, donc au niveau de la planète, donc on a fait les éléments au niveau personne, donc humain. Là, maintenant, au niveau de la planète, donc environnement, les avantages, clairement, c'est au niveau des émissions de carbone qui sont considérablement réduites lorsque les conférences et les réunions se déroulent virtuellement. On s'entend que c'est lié à la réduction de la nécessité de voyager sur des longues distances. Donc, on parle de meetings donc on avait là, au bureau, mais on parle aussi de voyages, qu'on faisait des voyages d'affaires sur d'autres continents qui sont maintenant remplacés par des rencontres virtuelles. Donc, on imagine juste là, des grands événements qui étaient réunis dans les grandes villes, puis tu avais des centaines de personnes sur plusieurs jours, des congrès. My God, l'impact, la réduction de l'impact quand même significative de le faire en ligne. Le travail à distance réduit la fréquence des trajets en voiture, ce qui réduit l'empreinte carbone. Mais là, je t'arrête. J'ai le goût de t'arrêter juste parce que ça, c'est un point que je trouve super intéressant. Tu sais, je pense que c'est comme au niveau des plus grands événements ou des réunions qui impliquaient là, des gens, tu sais, des expats ou des gens qui voyageaient dans l'entreprise, qui prenaient l'avion. Je pense que là, tu sais, ça semble clair de ce que je comprends. Je t'écoute, puis tu sembles dire que c'est clair que le virtuel est plus avantageux environnementalement parlant. Mais pour ce qui est des entreprises qui avaient l'habitude de, tu sais, que je sais pas, les employés habitaient pas trop loin, tu sais, disons Montréal, banlieue, puis qu'il y avait des réunions en personne, puis là maintenant tout se déroule par Zoom. J'imagine que ça dépend, puis qu'il y a plein de facteurs, mais est-ce qu'il y a comme une tendance à dire qu'est-ce qui est plus polluant finalement? Est-ce que c'est d'aller au bureau ou c'est toutes les émissions là, qui sont faites par Zoom, les envois de courriels qui sont plus fréquents? Tout ça, est-ce que ça, vous avez une idée des données là-dessus?
Oui, ben en fait, on parlait ça on parle de ça dans les inconvénients. Donc, c'est la vidéoconférence qui génère des émissions de carbone. Une entreprise, on donnait un exemple, une entreprise ayant 10 réunions individuelles d'1 heure par jour en vidéo haute définition. Pendant une année complète, c'est l'équivalent d'une voiture qui parcourt 90 kilomètres. Donc, si on parle de quelqu'un en banlieue qui fait au moins 10 kilomètres aller par jour. Donc, ça fait 20 kilomètres retour, aller-retour pendant la journée. Donc, on parle de l'équivalent d'une 5 jours de travail pour une équipe de 10 réunions individuelles d'1 heure par jour sur une année complète. Donc, c'est clair que si tu multiplies ça par des équipes comme Google, Facebook ou des grandes entreprises, Vidéotron, des entreprises là, qui sont quand même significatives, c'est clair que l'empreinte est démultipliée. Mais si tu compares ça au nombre de trains-trains quotidiens aller-retour en voiture, on est clairement positif à faire du virtuel. Et spécialement parce que, en fait, l'empreinte est largement liée à l'endroit où les serveurs, les data centers et l'électricité est produite. Donc, les serveurs, bon, on s'entend, sont plus aux États-Unis. Par contre, l'électricité nécessaire à toute cette charge virtuelle est toute ici au Québec. Et au Québec, on est un des endroits dans le monde où est-ce qu'on a le plus haut taux. On est presque à 100% d'énergie renouvelable. Donc, forcément, notre empreinte, on va dire, électrique est beaucoup moins imposante qu'ailleurs dans le monde, ce qui renforce le point que le virtuel, en tout cas au Québec, est significativement moins dommageable pour l'environnement que les retours en voiture. C'est important ce que tu dis parce que j'ai l'impression que selon l'article qu'on lit ou la source qu'on consulte, on dirait que ça varie. Là. C'est pour ça que je suis contente qu'on puisse le clarifier avec toi. Puis, tu vois, tu me fais réaliser probablement qu'il y a certains articles que j'ai lus qui venaient pas nécessairement du Québec. Fait que, dans le fond, peut-être la réponse varie, là, comme tu dis, selon la source d'énergie. Puis, c'est intéressant, c'est bon à Exact, savoir. mais c'est un mix, parce que les serveurs et les softwares qu'on utilise sont souvent des entreprises américaines, donc qui utilisent, eux, justement une source d'énergie qui est peut-être polluante. Ou plus polluantes. Par contre, il y a de plus en plus d'entreprises comme Amazon qui offrent des services à certains endroits. Microsoft qui a fait qui s'est engagé à devenir carboneutre et puis même à compenser 100% de ses émissions de carbone depuis la fondation d'entreprise d'ici 2035 ou 2050 à revalider. Mais ces entreprises-là ont pris action justement pour compenser les émissions et avoir 100% d'énergie renouvelable pour leurs serveurs. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à tenir en compte quand on fait le choix Microsoft Teams versus Zoom versus Google Hangout. Ben, peut-être on peut aller vers et puis peut-être faire une petite recherche sur quelle est l'entreprise qui a le moins d'empreinte carbone et puis d'utiliser leur service à la place d'un autre. Puis ça, tu pourrais revenir démystifier ça avec nous parce que je pense que l'enjeu des data centers, c'est quelque chose de super intéressant en soi. Là. Je pense qu'il y a des entreprises qui commencent à mettre des trucs sous l'eau pour que ça prenne moins, tu sais, que ça se refroidisse automatiquement. Il y en a qui veulent s'installer dans le Grand Nord. En tout cas, ça, c'est un sujet complet qui est super passionnant. Mais disons, pour le Québec, en général, on est gagnant avec le télétravail. Là, tu dis que ce serait intéressant qu'on regarde un peu peut-être nos fournisseurs de services pour maximiser ce gain-là. En termes pour la planète, un autre avantage, c'est que le travail à distance encourage les réunions sans papier. Parce que souvent, avant, on imprimait une présentation par personne présente. Il y a encore des gens qui ont l'habitude d'imprimer à la maison, même pour suivre les meetings. Par contre, en tout cas, on doit assumer, on prend l'hypothèse qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont avoir tendance à imprimer plutôt que de l'avoir à l'écran là, en ce moment, là, vu qu'on est plus en virtuel. Donc ça, c'est quelque chose incroyable. De positif également. Et puis en termes d'inconvénients, là, quand on parle justement des vidéoconférences qui sont quand même qui consomment de l'énergie, c'est pas à négliger. On a donné l'exemple pour une dizaine de meetings par jour, mais si on en a 10 000 par jour, parce qu'on est une grande entreprise, ben ça devient l'équivalent de 90 000 kilomètres de voitures parcourues dans l'année. Donc, c'est quand même
non négligeable. Donc, on multiplie ça par le nombre d'employés, ça vient faire une différence. Donc, pour peut-être réduire un peu, c'est peut-être de faire ce que l'on fait en ce moment pendant l'enregistrement de ce podcast, c'est de fermer notre vidéo. Donc là, je pense que c'était pour des raisons de connexion Internet, mais ce qu'on peut faire, c'est quand on n'a pas absolument besoin de voir la personne, parce que finalement, on a des réunions, disons, régulières, peut-être qu'on peut fermer la caméra. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient réduire significativement la consommation de données pour une conférence vidéo. Puis là, pendant qu'on est là-dedans, parce que tu as déjà nommé certaines pistes intéressantes pour les organisations qui veulent se soucier. Évidemment, ça va varier, comme tu le dis bien, d'une organisation à l'autre. Si on veut vraiment s'attaquer à ça, je pense que c'est bien de faire appel à des professionnels comme vous qui peuvent guider les entreprises à mesurer un peu leur impact environnemental, tout ça. Il y a des avantages de rentabilité d'aller vers un pourcentage plus élevé de travail virtuel, même dans le futur, même dans le cas où est-ce que les bureaux sont ouverts. Les avantages, c'est que le travail à distance permet d'économiser des frais d'exploitation et de déplacement, ce qui se traduit par des économies de budget pour l'investissement et le développement. Donc, finalement, on peut, à la place de faire ce qu'on appelait le budget, le budget de voyage, donc travel expense, my God. Des frais de déplacement. Exact. Donc, finalement, on permet de faire des économies au niveau des budgets de frais de déplacement des employés. Les employés eux-mêmes réduisent leurs frais de déplacement parce qu'ils ont besoin d'acheter moins d'essence, moins d'entretien du véhicule, etc. Donc, ça, c'est déjà une économie. Ensuite, le travail numérique révèle que de nombreuses personnes peuvent être remplacées par des réunions, peuvent être remplacées par des courriels. on peut voir qu'en fait, il y a plusieurs meetings qui n'étaient peut-être pas nécessaires dans le passé. Donc, finalement, on se rend compte que vu qu'on ne veut pas nécessairement organiser une autre vidéoconférence, peut-être qu'on envoie un email à la place, ce qui augmente significativement l'efficacité et le temps alloué à ce qu'on appelait le meeting, le surmeeting ou la surutilisation des meetings quand on est en présentiel dans les bureaux. Donc, on augmente de ce fait la productivité générale, qui est démontrée d'ailleurs par une enquête HubSpot récente qui montre que 77% des travailleurs à distance ont des niveaux de productivité plus élevés lorsqu'ils travaillent à domicile. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est clair qu'avec des jeunes enfants à la maison, l'efficacité du travail est inversement. Le résultat est inverse, en fait. C'est qu'on a remarqué que surtout chez les jeunes familles, c'est quand même significativement plus difficile pour les parents d'être plus efficaces parce qu'ils sont constamment dérangés. Par contre, avec le retour, la réouverture des écoles et puis des garderies, donc je pense qu'il devrait y avoir une petite amélioration au niveau du télétravail. Mais clairement, là, ça a été un problème là, pendant la pandémie qui devrait être réglé là, ou, dans la large partie, là, une fois qu'on va avoir tout retour à la semi-normale avec le retour, là, la réouverture complète des garderies et des écoles. Et finalement, le deuxième inconvénient, c'est que le manque d'interaction en personne, des fois, ça peut être des occasions manquées de bonnes idées, de bons projets, de bons plans. Et puis des ventes pour certains là, qui sont dans les secteurs de vente, qui se font surtout là, en présentiel et puis de relations, de contacts humains. Oui, c'est vrai que c'est pas pareil de présenter une offre de service ou un pitch en virtuel versus de le faire en présentiel. Il y a moins de queue en bon français du client, puis c'est plus difficile de s'adapter puis de se montrer chaleureux puis de connecter. Exact. Fait overall, quand même. Conclusion, c'est quand même positif. On revient à notre conclusion initiale qui est de dire qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients et que globalement, pour garder une santé mentale appropriée pour l'ensemble de notre société, d'avoir un mix de présentiel et de virtuel, maintenant qu'on s'est découvert des capacités de gérer en virtuel, clairement, le fait d'avoir une balance, une flexibilité entre le virtuel et le présentiel va être le modus operandi favorable ou que nous recommandons. Et pour mesurer l'impact positif, on peut aider les entreprises à justement quantifier ce qu'on appelle le triple indice de rentabilité lié
au télétravail, qui fait partie là, de ce qu'on fait avec les entreprises, c'est vraiment de mettre des chiffres dessus là, à partir d'hypothèses pour vraiment mesurer c'est quoi le bon équilibre. Et puis, comment est-ce qu'on peut atteindre ça? Et puis, ça serait quoi les avantages positifs, personne, planète et profit de mettre en place un système là, flexible de télétravail? Oui, puis je pense que on a tous vu les sondages, la plupart des employés, c'est ce qu'ils recherchent, un mix de présentiel puis de télétravail. Après, je pense que le bon mix, justement, comme tu le dis, va varier d'une organisation à l'autre, d'un poste à l'autre, d'un individu aussi à l'autre. Je pense qu'il faut se laisser cette flexibilité-là. Mais écoute, merci beaucoup d'être venu nous parler un peu de ce sujet-là. Puis je sais que c'est des conversations. Écoute, c'est toujours le fun de jaser avec toi. On va te réentendre sur le podcast de la talenterie certainement. D'ici là, j'invite les gens à suivre Solutions Changing Habits sur les réseaux sociaux. Je vais mettre tous les liens dans le descriptif de l'épisode et évidemment le lien vers cet article dont on vient de discuter ensemble aujourd'hui. Puis je vais inviter les gens à te suivre personnellement aussi parce que des fois, tu poses des choses intéressantes. Pas des fois, là, je suis tout le temps intéressante. Ça m'arrive, ouais. Pas de temps en temps. Des fois, des plates, mais des fois, ça donne. Excellent. Mais un gros merci pour encore cette belle opportunité de pouvoir être interviewé par la super talentueuse Sarah Jodoin. Je manque pas l'occasion de te plugger également là, dans plusieurs de mes contenus, mais aussi dans mes discussions là, avec certaines personnes. Une super personne ressource avec une attitude positive contagieuse. Merci encore pour cette belle opportunité. D'ailleurs, l'idée est venue de toi pour cet article de télétravail. On a mis à profit l'équipe Solutions Changing Habits qui a fait des belles recherches puis a monté l'article qui va paraître bientôt. Mais merci encore pour cette belle opportunité de pouvoir le faire en mode vocal. Je pense que c'est beaucoup plus interactif et puis toujours plus plaisant d'avoir une discussion, même si en virtuel, un peu en vrai. Donc, merci encore pour cette belle opportunité. Puis on se réjouit de la prochaine occasion. Bien, tout à fait. Puis j'en profite aussi pour saluer ton équipe qui a travaillé super fort sur ce contenu-là, qui continue à se tenir au courant de l'actualité puis de nous informer en tant qu'entreprise sur qu'est-ce qu'on peut faire là, pour avoir des solutions plus durables. Donc, le bonjour est lancé. Puis on va inviter les gens à continuer à vous encourager en vous suivant. Si vous avez des questions, si vous êtes curieux un peu de savoir ce que Solutions Changing Habits fait, bien, n'hésitez pas à contacter Daniel directement. C'est parfait. Bonne fin de journée. Bye bye. Merci. Salut là. Salut.